Bien, merci, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Merci, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cher ami. Merci d'être venu. Vous avez fait la promesse de venir vous-même, contrairement à ce que les gens pensaient, que vous serez très occupé, vous ne pouvez pas venir. Vous avez tout fait pour être présent. C'est un honneur pour le Conseil économique et social. C'est un honneur pour le président du Conseil économique et social qui vous a saisi, mais également un honneur pour nous tous. Merci beaucoup. Le sujet que nous avons voulu que vous puissiez nous présenter est intitulé « La filière du coton au Bénin. Impact socio-économique et environnementaux ». Je crois que vous êtes très avertis de cette question-là, étant donné que vous n'êtes pas seulement un ministre ordinaire, mais c'est un ministre sachant et connaissant ce que vous voulez faire, ce que vous faites. C'est pour ça que nous avons voulu que vous puissiez venir nous présenter le point de vue du gouvernement par rapport à cette thématique. Il n'a de richesse que d'hommes. Qu'est-ce que le coton fait sur les hommes, puis après sur l'environnement, sur notre milieu de vie, sur notre cadre de vie. Je n'aurai pas la prétention de tout brasser et à fond. Ce dont je veux rassurer les conseillers ici présents, puisque je voudrais présenter une situation nationale, je reste globalisant. Mais je suis prêt, et mes services sont prêts à offrir des situations éclatées par région, si tant est qu'il y a un besoin d'approfondissement de la problématique, tout en présentant un tableau national. Nous pouvons dire, mais et le Borgo, il fait quoi? Et la Liborie, on va découper, on va tracer. Le Zoué les collines, qu'est-ce que ça représente dans ce programme-là? Là, on peut encore le décortiquer. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, de venir partager un peu, toute modestie gardée, la physionomie du secteur cotonnier dans l'économie du Bénin. Sous d'autres cieux, on va aller par des présentations académiques pour dire si ça. Mais je vais gagner du temps pour qu'ensemble on parle de l'essentiel. Je suivrai une démarche classique, normale, pour essayer d'aborder la question à travers ces différents angles. Mais un peu comme vous voyez sur cette image, de toutes les cultures d'exportation que nous avons chez nous, le coton est la principale culture d'exportation et suscite beaucoup d'intérêt tant pour le producteur que pour tous ceux qui travaillent et gravitent autour de la transformation du coton, depuis son transport du champ à l'usine, de l'usine à d'autres usines de traitement et de ces usines au port et l'exportation. Et nous verrons bien sûr comment est-ce que la production du coton impacte aussi bien positivement et peut-être pas même négativement notre environnement. Je ne serai pas hypocrite pour ne pas reconnaître ici devant vous un certain nombre de choses. Mon genre ne cache pas la vérité. Mais j'aime les défis et je les adore. De toutes les façons, le Conseil économique et social, dans cette activité, s'est autosaisi de cette problématique
et nous a invités par le document que voici pour présenter la thématique que les présidents ont très bien voulu dire. Aujourd'hui, j'ai l'obligation morale de partager ces éléments avec vous et d'échanger pour qu'on puisse se compléter dans la lecture qu'il faille faire de la filière coton. Dans tous les cas, jusqu'aux années 90, la filière était gérée sous un monopole d'État. L'État central contrôlait, administrait à travers ces différentes sociétés. Mais avec les réformes intervenues les années 90 par la Banque mondiale pour exiger que l'État se dégage des activités économiques, il y a eu la restructuration. Et là, déjà à partir des années 94, la Fédération de l'Union des producteurs, FUPRO, a joué un rôle prépondérant dans le portage de cette culture à travers la prise en charge de certaines activités de collecte, de commercialisation, la gestion des marchés autogérés par les producteurs et les interventions pour commander les intrants et leur distribution. Il y a finalement même une structure spécialisée qui s'occupe de la gestion des intrants agricoles, KGA Bénin, en 1998, puis en 1999, l'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton, qui est en fait un bon assemblage de la famille des producteurs, de la famille des égreneurs et dans le temps, les distributeurs de facteurs de production aussi avaient constitué une famille et ces trois familles formaient l'Association interprofessionnelle du coton. Peu après, il y a des témoins oculaires dans cette salle qui ont conduit aux états généraux de la filière en 2004 pour la structurer davantage et lui permettre de jouer mieux son rôle. Mais la vie politique étant ce qu'elle est, en 2006, l'État, d'une manière ou d'une autre, a encore fait une reprise de la filière en main. Nous étions témoins. Quand, avant notre arrivée, avec le premier gouvernement du président Yahi, l'interprofession cotonnière avait déjà tranché un certain nombre de questions d'approvisionnement, facteurs de production et autres. On a trouvé que non, on a accordé vraiment le monopole d'exportation et de distribution des intrants à un partenaire et puis tout ce que vous savez est venu. On a trouvé que bon, l'endosulfan, qui était un produit utilisé pour la première fenêtre qui traitait le coton contre l'hélicoverpa, n'était plus entièrement disponible. Les facteurs avec lesquels on devait remplacer, on a trouvé qu'on devait aider un ami à vendre des produits. Bref, vous connaissez l'histoire. Et nous en sommes là, l'État a repris de service pour gérer. Tenez, on viendra sur des productions. Mais le pic que le Bénin a eu à faire pendant près de 30 ans de production cotonnière, c'est entre 2004 et 2005. Sous le ministre Sékou, j'étais son directeur de cabinet. Nous avons managé pour avoir 427 000 tonnes. Puis après, pour mauvaise gestion de ce flux-là, la production est rapidement tombée à 170 000 tonnes parce que les paysans étaient découragés par la filière. Et nous sommes revenus donc en 2006 pour remettre en place ce dispositif afin de commencer. Et l'État s'est saisi. Vous verrez la suite par les statistiques. Puis après, en 2012, l'accord cadre qui permettait à la Société interprofessionnelle de coton de gérer à travers des familles professionnelles le coton a été dénoncé.
avec ça, l'État a encore repris. De 2012 jusqu'à 2016, vous avez compris un peu comment les marchés se sont entretenus, les types d'intrants qui sont venus, et vous verrez l'effort qui a été fait dans l'évolution des emblavures et des volumes, mais malheureusement, ce qui ne devait pas se passer, s'est passé sur cette filière. Enfin, en 2016, à l'avènement du gouvernement de la rupture, nous avons décidé de réhabiliter les structures qui devaient faire le pilotage de ce secteur pour donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Logiquement, vous verrez comment est-ce que les choses ont commencé par se comporter en termes d'emblavure et en termes de production. Mais avant, dans la gestion de la filière au jour d'aujourd'hui, l'État, à travers les directions techniques du ministère en charge de l'agriculture, apporte un soutien aux producteurs par l'accompagnement technique, par la diffusion d'innovations techniques, par les tests des produits et les propositions des actions idoines à mener. L'État n'a qu'à organiser et encadrer les différents acteurs concernés par cette affaire, les accompagner dans leur élan. Mais l'État ne met plus rien, plus de subventions, plus de ça. S'il y a quelque chose, c'est les fonctionnaires que nous sommes là. C'est ces salaires-là que l'État met pour accompagner. À côté, ces deux familles, la famille des producteurs, la Fédération nationale, FNCBPC, et la famille des égreneurs constituent aujourd'hui l'association interprofessionnelle du coton. De cela, on a sorti les distributeurs d'intrants, qui en fait ne constituent pas une famille en tant que telle. C'est comme les transporteurs décideraient d'aller aussi à l'ASN d'INET. Vous apportez des services à travers le produit, mais vous ne pouvez pas être une famille qui constitue. Les vraies familles qui décident de la vie du coton, c'est le producteur et l'égreneur. Et vous verrez bien dans le mécanisme de fixation des prix et autres là, c'est eux deux qui parlent. Et dans la commande des intrants autres là, il n'y a que ces familles pour le faire. Voilà un peu le toilettage qu'on a dû faire pour permettre de gérer au mieux cette filière. J'aurais bien aimé parler d'abord des emblavures du coton pour remonter aux productions. Vous voyez, de 2005 à 2011, on a monté légèrement de 196 000 hectares à 205 000. À partir de 2011, 2012, au moment où l'État a repris, on s'est arrêté à 335 000 hectares. Mais malgré tous les efforts, en 10 ans, on a légèrement passé de 335 000 hectares à 405 000 hectares pour, avant la fin du deuxième mandat, baisser complètement à 170 000 hectares. C'est à ce niveau que nous avons repris la filière coton pour faire le plaidoyer nécessaire qu'il faut, pour accepter plutôt les plaidoyers nécessaires qu'il faut et mettre les organes en marche. Et voilà, en termes d'emblavure, ça a commencé par piquer jusqu'à aujourd'hui atteindre 530 000 hectares. Mais je reviens maintenant sur la tendance de la production que vous voyez. La courbe a commencé par baisser, puis remonter légèrement à partir de 2010, 2011, jusqu'à 2014, puis le pic, comme les superficies ont aussi baissé entre 14 et 15, la production a sensiblement chuté pour remonter à partir de 2016 à 452 000 tonnes pratiquement, et en 2017 à 598 000 tonnes, je vais dire 600 000 tonnes.
C'est aussi simple que ça. Alors, de ça, quel est l'impact que la production cotonnière a sur notre économie? J'ai essayé de concentrer vraiment les idées pour ne pas être très diffus. En termes de recettes d'exportation, nous tournons autour de 42% dans les années 2013 pour aller à 57% en 2017, selon l'INSAE. Comme contribution au produit intérieur brut, cette contribution est autour de 13% et entretient plus de 60% du tissu industriel béninois. En effet, pour le coton, nous avons 19 usines d'égrenage qui tournent. Nous avons 3 usines de trituration qui tournent et quelques usines textiles également qui marchent au ralenti, mais que nous projetons déjà de remettre au goût du jour pour que le textile venu du Bénin, aussi le Made in Bénin, soit encore réhabilité. La filière coton génère 40% des emplois en milieu rural. Dans chaque ville où nous avons des taxes de développement, nous avons les usines, les maires perçoivent des taxes de développement locaux. Et je dirais simplement que cette filière pourvoit en moyenne chaque année plus de 85 milliards de francs CFA aux acteurs. C'est une moyenne, mais je vous montrerai encore un peu dans les détails ce que ça a généré réellement les 3 dernières années. Je vous ferai circuler une fiche pour qu'on se sente au détail. En termes d'emploi, je vous dirais simplement que, au-delà des volumes produits par des acteurs qui utilisent une main-d'œuvre consistante pour le faire, pour préparer le sol, pour semer, pour faire les entretiens, pour faire la récolte. On peut tout dire, la récolte du coton béninois est manuelle. Et c'est ça aussi qui fait sa qualité. On y met beaucoup de ressources, mais ça crée la qualité du coton africain, du coton béninois. Toutes ces opérations absorbent de la main-d'œuvre. Mais là où nous avons encore une forte concentration, c'est au niveau du transport. Charger le coton, l'amener vers les usines. Au niveau de l'égrenage, toutes ces usines qui tournent permettent de mettre au moins au travail près de 4500 Béninois. Puis, autour de ces infrastructures, il y a la restauration. Les ouvriers vont manger. Ceux qui transportent, qui arrivent et qui dorment parfois, on bloque le camion pendant près de 10 jours, 15 jours. Ils vont vivre de quelque chose, ils ne sont plus chez eux, ils vont vivre de quelque chose. On a construit des maisons pour que ceux-là puissent habiter pour les quelques jours de stationnement et retourner chez eux. À la faveur de la sortie du coton de nos régions, de nos bassins de production, chaque année, on reprofile nos routes. On réhabilite un peu ces pistes-là. On réfectionne les pistes. Tenez, le coton a une histoire au niveau des communautés qui s'y adonnent. Dans le temps où nous avons fait, on a engagé les réformes, sur le président, toute modestie gardée, en 1992, nous devons faire le transfert des compétences aux organisations professionnelles agricoles. Je parle sous le contrôle de conseillers. J'ai été le secrétaire de cette commission. J'avais des grands aînés, des personnes très braves, très d'un père à leur âme, Bébé Legbert, et puis beaucoup d'aînés qui avaient piloté ce groupe-là, et j'étais le petit scribe à côté d'eux. Et on a fait en sorte que dans les communes, les présidents des GV prennent la charge
et qu'on mette en place des gérants pour s'occuper de la gestion des intrants et des flux du coton. On les a formés. Très tôt, ils sont devenus très puissants. Pour rentrer dans un village, on sent très bien, ça c'est la case du gérant USPP, ça c'est le secrétaire de l'USPP et le président ailleurs. Ça a modifié quand même un peu leur train de vie. Et les habitants ont commencé par changer de couleur. Les toits de chaume sont passés en toits de tôle, en tôle. Et les maisons en banco sont passées en dur. Il y a des aménagements qui ont été faits. Au-delà de cela, c'est que les ristournes sur le coton ont permis aux communautés de créer des infrastructures socio-communautaires, des centres de santé, des écoles, des maisons pour abriter les enfants de certaines régions dans les grandes villes où ils n'ont pas où à mettre le pied. Et c'est important de le dire. Aujourd'hui, ça a permis aux paysans de scolariser leurs enfants sans trop à réfléchir. Non. Pendant la période de commercialisation, les villages vivaient. Le soir, on avait le tintimbou, bien qu'on vous appelez doyen, les orchestres de la localité, Concomba qui passaient, et puis là, on sent la vie. On sent la vie. Et les gens se retrouvent pour partager. En réalité, la filière coton a amélioré les conditions de vie de nos populations et a impacté plus de 1,8 million qui sont des acteurs directs liés à la production. Mais ils ne sont pas les seuls, parce que ceux-là ont autour d'eux un certain nombre d'acteurs. Le développement industriel du coton, nous avons les usines de trituration que sont SHB et Fluidor qui traitent les graines de coton et qui génèrent près de 30 000 tonnes d'huile par an. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret, je vous dis que la campagne dernière, le chef de l'État a dit aucune graine ne sera vendue dehors. Sur 600 000 tonnes de coton graines obtenues, nous avons pratiquement 55% de graines tenues. Ça fait plus de 320 000 tonnes de graines. Un dit ça ne sort pas. Il faut triturer ici. Quelle est l'importance? L'importance, c'est que, au-delà de ce qu'on peut faire des huiles, ce qui reste là s'appelle tourteau de coton. Et c'est bon pour l'élevage. Nous pouvons vendre le tourteau parce qu'on aura mis de la main-d'œuvre pour traiter ça. Mais si nous voulons vraiment développer un élevage, le tourteau de graines de coton marche bien. Et même les graines non traitées de coton directement données aux vaches, ça marche pour l'allaitement. Je ne vous apprendrai rien. Pour ceux qui veulent vraiment aller à l'élevage, venez, on va s'entraider. Dans nos villages, les vieilles femmes ont retrouvé du travail. Celles qui savaient filer le coton, en faire du fil pour les habits traditionnels, ont repris du service. Et les métiers se vendent plus rapidement et de façon plus significative. Et nous avons dans la plupart des villages des femmes qui sont au tissage et qui nous proposent des habits comme le conseiller à côté a pu le porter. Pardon? Le conseiller Mamadjima l'a porté. C'est beau comme ça. L'autre également. C'est présentable. Je ne voudrais pas faire de moi. Mais mon problème est que, après tout, si notre coton même arrivait à être transformé en serviette, en vêtements de bas, à tout ce que nous savons, même pour nos enfants, et que le Made in Benin pouvait circuler, on aura réglé quelque chose. Les rendements du coton se sont améliorés au fil du temps. Ça, c'est clair. Dans un passé récent, nous étions à 700, 800 kilos à l'hectare. Nous sommes passés à 1 tonne. L'année dernière, nous avons fait 1 tonne 128. Cette année-là, on fera minimum 1 tonne 200 par hectare. Mais dans cette logique-là, il y a beaucoup de paysans qui sont à plus de 2 tonnes à l'hectare. 2 tonnes 5.
nous en avons encadré tout proche ici vers Djougou, qui sur 12 hectares a fait 37 tonnes. Calculez vous-même. Ça, c'est des paysans pilotes. Et certains ont quitté Banikwara pour s'installer dans la zone de Djougou et ont fait 3 tonnes à l'hectare. Nos cultivars permettent d'aller à 3 tonnes et demi, 4 tonnes, si on met l'agrotechnie paysanne en place. Mais au-delà, c'est que le coton est une culture locomotive. Après le coton, si vous mettez du maïs, ça marche. Ça marche toujours bien. Sauf catastrophe, avec inondation ou je ne sais quoi. Ou maintenant avec les chenilles légionnaires, si vous n'arrivez pas à traiter, mais logiquement, après le coton, ça marche. Ça marche pour tout. Tout ce qui est céréales. Ainsi, les bassins cotonniers sont devenus des bassins céréaliers. Le maïs coûte beaucoup moins cher à Kandi, à Banikwara, que même à Lada ou Tofor ou Zé, où ils disent aussi il faut aussi du maïs. Authentique. Mieux, les variétés que nous mettons dans la zone septentrionale sont des variétés de 4 mois, 130 jours. Plus le maïs a un cycle long, plus son rendement est élevé. Donc il clenche les 4 tonnes à l'hectare, au moins. Alors que dans la zone sud, les variétés que nous mettons donneront 2 tonnes lorsque le paysan a bien travaillé, sinon 1 tonne 100. Vous voyez déjà pourquoi ça se passe ainsi. Au jour d'aujourd'hui, je ne vous apprends rien. À pareille heure, le sac de maïs devrait coûter 26 000, 28 000. Il coûte au plus 14 000 maintenant. Ça suppose qu'il y a de la disponibilité. Un autre exemple simple. Lorsque Tantokpa a brûlé, la zone de vente de maïs là a brûlé, on m'a dit, je dis, ce n'est pas un problème. Avec le ministre, il faut dégager, On a dégagé. Et nous avons appelé les producteurs, les commerçants de la zone septentrionale. Faites venir du maïs. Il a suffi que 10 camions tombent à Cotonou, et puis personne n'a crié pénurie de maïs. Gouverner, c'est prévoir. Et nous sommes là-dedans. Et c'est la zone cotonnière qui a induit ce développement-là, qui nous permet de réagir promptement et spontanément lorsque les choses se font. Oui, progressivement, avec l'activité et le goût que certains ont pris à la culture cotonnière, en faisant du coton après coton, une fois maïs et puis on reprend, ça fragilise un peu nos sols. Ça baisse la fertilité dans certaines régions. Mieux, le coton aime le soleil. Donc pour ça, il faut dénuder la terre pour pouvoir labourer. Et pour que la charrue passe facilement, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles là-dessus. On essouche tout. Ce n'est pas bon. Et pour ça, nous avons engagé une action de reprise de la végétation, même en zone cotonnière, pour exiger que sur chaque hectare, on peut tolérer 25 plants fruitiers comme le karité, comme le néré ou autres plants, sans compromettre dangereusement le rendement du coton. Et c'est vrai, c'est prouvé. Et aujourd'hui, cette affaire se poursuit. Vers les régions où nous avons peut-être des zones à hydromorphie, où le long des cours d'eau, quand vous faites des traitements répétés et qu'il y a une pluie qui lessive le produit, on a de chances que ce produit puisse glisser vers ces eaux-là. Il faut le reconnaître. À ce moment-là, c'est ensemble que nous allons décider de gérer l'espace, de gérer notre espace de production pour dire telle zone sont inaptes pour recevoir la culture cotonnière. Et nous faisons une brigade au sein de nos communautés pour dire jusqu'à tel niveau du fleuve, nous ne devons pas avoir de coton. Ce n'est pas un gendarme qui va venir interdire. C'est nous là, même nous, habitants, collectivités locales. Cette zone n'est pas propice pour le coton. Elle peut recevoir du maïs, elle peut recevoir tout ça, mais ne mettez pas le coton. Et on fait le contrôle. Si on le fait, on aura protégé tout l'environnement que nous avons là-bas. Mais on ne s'arrête pas simplement à sensibiliser, faire ci. Non.
En 2016, à peine le président a pris et nous avions discuté de ce programme, j'ai conduit une délégation de chercheurs au niveau de l'AFD pour aller négocier un programme d'urgence qui s'appelle Programme de transition agricole en zone cotonnière. J'ai conduit l'équipe. Nous avons vu les gens de l'AFD. On a parlé des régions cotonnières. On a dit comment on va retravailler la terre là pour limiter les dégâts sur l'environnement. Quand nous avons fini la présentation, le directeur a dit, mais rien qu'à vous écouter, j'achète. Mais nous sommes une banque. Il faut les formalités. Nous sommes restés sous l'hiver. Pendant 4 jours, on a écrit sur place le document. On l'a remis. En 6 mois, l'AFD a mis les ressources en place. C'est le premier projet le plus court à négocier depuis l'avènement du régime de la rupture. Et qu'est-ce que ça fait? Nous avons identifié 5 centres permanents d'expérimentation dans le bassin cotonnier. Nous les appelons les CPE. Nous avons des techniciens, c'est des centres où tout ce qu'on fait sur expérimentation cotonnière s'y déroule. On y implante des essais de plans de couverture, de techniques de protection du sol contre l'eau et contre l'érosion éolienne. Mais en même temps, autour de chacun de ces CPE, nous avons identifié 2 villages avec 5 paysans auprès de qui nous implantons les essais. Ça, c'est la première année. Nous avons permis à de jeunes étudiants français et béninois de rentrer en couple sur ces essais-là et de faire leur thèse dessus. Ils ont pris des données dans la région. L'année qui vient, on a fait 10 paysans par village. Donc, nous avons au moins 50 paysans, 50 villages autour de la zone plutôt, qui testent. Dans chaque village, il y a 3-4 paysans qui testent les options que nous venons de proposer. C'est très simple, nous avons des parcelles, on les couvre et puis à la fin, on ne brûle pas. Et l'année suivante, on fait le paillis, on sème dedans. Nous avons entrepris de mettre en place de nouvelles techniques de labour qui ne retournent pas la terre tous les ans. On peut faire l'herbicidage, mais on a des coutriers. C'est des becs comme ça qui sont accrochés derrière la terre, qui tracent la ligne sur les écartements de semis. Et on sème à l'intérieur. Point. Ça pousse. Une fois que le champ est herbicidé, ça monte et ça pousse. Et comme ça, on n'a pas remué plusieurs fois le sol. Il n'y a pas érosion éolienne ni hydrique. Si cette technologie-là, progressivement, se trouve développée on a réglé complètement la question de la restauration de la fertilité des sols en zone cotonnière. Nous poursuivons les ressources, les recherches pour développer des paquets technologiques respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Et tenez, s'agissant surtout de la santé de nos populations, c'est les traitements avec les produits insecticides surtout ou herbicides qui exposent les paysans à des risques. Mais fort de ça, nous avons des packages de gants, de cache-nez au moins, de lunettes, mais les paysans acceptent de ne pas porter les boubous parce que c'est trop chaud pour qu'on porte avec 16 kilos derrière pour ça. Mais au moins les gants, les cache-nez et parfois les lunettes, ils le portent. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller contre le vent pour se faire arroser. C'est des choses acceptées et conçues. Mieux, dans ces zones-là, il y a des jeunes qui sont formés pour ne faire ça, pour ne faire que ça. Ils sont des prestataires de services. Ils vivent de ça depuis 10 ans, 15 ans. Ils ne sont pas morts. Plaise au ciel, ils ne mourront pas de cela. Parce que de plus en plus, on a sophistiqué la technologie pour qu'on ne traîne pas beaucoup d'eau. Avec les appareils à très bas volume, la question est faite. Mais il faut continuer. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que les boîtes après utilisation doivent être perforées pour éviter qu'on s'en serve pour autre chose.
Progressivement, les environnementalistes nous aident aujourd'hui à trouver des structures de recyclage de ces emballages-là. Et si on se met bien pour faire ça, la question, le danger est suffisamment écarté. Donc, nous faisons donc beaucoup de sensibilisation avec le ministère de l'Environnement et aussi de la Santé sur ce qu'on peut avoir comme risque au niveau du coton. Chers conseillers, il est peu de dire que le coton contribue à l'amélioration de l'économie nationale. Il y a des aspects négatifs en termes environnementaux sur lesquels nous devons être très attentifs et parler beaucoup à nos communautés. En réalité, de façon normale, il n'y a aucun risque. Mais nous utilisons des médicaments. Et tout médicament est un poison. Tout médicament est un poison. Tout est question de dose. Si vous ne prenez pas d'overdose, vous n'avez aucun problème. La preuve, on est malade, on prescrit des médicaments, utilisez comme si le matin, comme si c'est à midi, ceci le soir. Mais si lorsqu'on vous dit d'utiliser une fois, vous avez pris 3 fois, vous aurez des problèmes. Comment on fait pour respecter ces questions-là? Il y a un travail que nous avions commencé, qu'on banalise, l'alphabétisation de nos populations. Il faut continuer à le faire. Ça peut coûter n'importe quoi, il faut continuer. Je vous dis ça ici, conseiller, pour que, à l'arbitrage de nos budgets là, on ait du regard là-dessus. Comment on fait pour que nos communautés s'alphabétisent à leur langue? Et pourquoi pas aussi le français parler? Ils peuvent ne pas écrire pour envoyer à... Comment il s'appelle le président français? Macron. Ce n'est pas écrire une lettre à Macron qui est leur problème. Mais se parler, se comprendre facilement là, c'est important. Le français n'est pas pour les autres, c'est aussi pour nous. Si c'est tant ça qu'on va faire, mais la langue nationale, là, on se parle, on écrit dedans. Regardez, soyez regardants un peu pour cette affaire-là. Pour qu'il y ait de facilité de communiquer les informations directes aux utilisateurs pour ne pas passer par d'autres afin de transgresser nos idées. Je vais vous dire, simplement pour conclure, vous avez fait la copie, oui. Donnez ça au président et à autres. Sur les 3 dernières années, le coton, ce qui est directement payé aux cotonculteurs, c'est 40 milliards 813 millions en 2015-2016. En 2016-2017, c'est 70 milliards directement payés aux cotonculteurs. Puis la campagne dernière, c'est 92 milliards 874 millions. Ça là, c'est tout déduit là, c'est ça qu'on a payé. Non. Pour les transporteurs seulement. Les transporteurs, il s'agit de ceux qui ont transporté le coton graine, ceux qui ont transporté le coton fibre, ceux qui ont transporté les graines, les intrants, les produits phytosanitaires. Ils ont perçu respectivement 20 milliards 3 en 2015-2016, 34 milliards 068 en 16-17, et tenez 45 milliards 15 en 2017-2018. Comme contribution au budget de l'État, le coton en 2015-2016 a donné 7 milliards 961 millions, 7,961 millions et 7,961 milliards. Mais en 16-17, au budget national, le coton a contribué à 9 milliards 707. Et puis en 17-18, 11 milliards 114. Et ça, on a pris sur les graines, sur les fibres
les patentes et les impôts divers. Comme effet induit toujours sur le coton, on a versé aux manutentionnaires qui donc ont pris du cash 4 282 millions en 2015-2016, 7 177 en 16-17, et puis l'année passée, on a versé 9 511 millions. Il s'agit des manutentionnaires, il s'agit des transitaires et il s'agit des structures de contrôle. Je ne vais pas faire des tutos. C'est ce qui est directement rentré dans la vie des gens. Au-delà, je disais tantôt, si on évalue pendant cette période combien on a vendu de gasoil, vous verrez combien ils ont acheté de pièces détachées. Et à partir de ça, les TVA et autres impôts qu'on paye là, on sent combien l'argent a circulé. On le voit. Monsieur le Président, moi, je n'ai pas la prétention d'embrasser la question dans toute sa globalité. J'ai juste engagé quelques chiffres pour que nous puissions discuter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, le président de la Commission. Je voudrais encore. Il avait raison de sursoir certaines obligations.